Nous abordons à présent la causerie matinale. Merci d'être toujours en notre compagnie. Bien avant la causerie, juste un tour sur la question du jour que nous avons tous suivi tout à l'heure. Jacqueline Lavaux qui demandait quelle est la plus haute des montagnes d'Afrique. La réponse, on l'a eu, c'est bel et bien le Kilimandjaro. Nous allons aborder très rapidement cette question avec nos invités que nous avons. Nous allons d'abord présenter Serge Adanlao, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal ici sur ce plateau. Bonjour Serge. Bonjour Théodule, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Bonjour chers confrères. Bonjour à vous. Très bien. Avec vous, Abdelkader Achirou, journaliste à ESAE TV. Bonjour Abdelkader. Bonjour Théodule, bonjour confrères et bonjour aux amis téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Très bien. Et puis Sylvain Etchou qui est enseignant, journaliste. Bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers confrères, bonjour à tous. Voilà, nous avons suivi tout à l'heure Jacqueline Lavaux par rapport à sa question. Bien sûr, quelle est la plus haute des montagnes d'Afrique? Sylvain Etchou, c'est bien le Kilimandjaro. Les concitoyens l'ont dit et Jacqueline a rappelé. Donner plus de détails par rapport à ça. Oui, je crois que sur ce numéro, les interviewés ont été beaucoup plus précis, voilà. Ils ont pu trouver quelques-uns ont pu trouver la bonne réponse, c'est bien Kilimandjaro. Et ça ne vient que renforcer la connaissance générale, disons la culture générale quant à cette rubrique-là, quant à cette ce numéro que notre consoeur anime chaque matin, on ne le dira jamais assez. Ça vient renforcer, ça vient étoffer la culture générale. Sur tous les numéros que j'ai suivis, je crois c'est de bonnes questions. Et puis nous essayons chaque jour de nous remémorer sur ce que nous avons peut-être oublié. Très bien. C'est Serge Adanlao? Oui, le Kilimandjaro, ça me rappelle le secondaire, non, le primaire, oui. Je crois, oui. Pour aller au CEP, je me souviens encore comme si c'était hier. Il fallait mémoriser un certain nombre de notions dans le plus haut sommet de l'Afrique, un truc comme ça. Franchement, quand vous m'avez posé la question, ça m'a plongé dans de vieux souvenirs. Voilà, d'il y a je ne sais combien d'années exactement. C'est bien quand même que ETélé ait initié ou ait pensé à une initiative du genre, puisque on ne finit jamais d'apprendre, même si vous saviez, il faut quand même de temps à autre qu'on puisse vous rappeler ces notions-là pour que ça puisse rester vivace dans les esprits. Je vais saluer l'initiative et souhaiter que de très belles notions puissent être vraiment passées en revue pour que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants, on va le dire comme ça, puissent également avoir une idée sur ces notions-là, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les enseignements d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, ils ne sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc, les enfants ont besoin de ces petites notions pour pouvoir être au point au plan intellectuel en matière de culture générale, comme mon prédécesseur l'a dit. Donc, chapeau à ETélé, que l'initiative se pérennise davantage. Très bien. Abdelkader, le mot, la montagne, je crois que le sujet a été déjà vidé dans son ensemble. Les interviewés ont déjà eu à se prononcer sur la question. La présentatrice elle-même a eu de façon magistrale présenté également cette grande montagne. Je crois que les précédents débatteurs ont eu à dire la plupart des choses, c'est-à-dire que c'est une initiative salvatrice qu'il faut pérenniser parce que elle participe quand même à l'actualisation de la culture générale et permet quand même aux jeunes qui n'ont pas eu à voir peut-être ces données-là en classe ou qui peut-être étaient bichonniers lors de l'enseignement de ces données-là, puissent quand même suivre parce que lorsque vous parcourez la plupart des ménages le matin très tôt, les enfants sont scotchés à la télé, ils sont les premiers à allumer la télé avant tout le monde. Donc je crois que dès qu'ils vont l'écouter, ils pourront dire papa, j'ai appris ça ce matin ou bien voilà. Donc je crois que nous pourrons souhaiter que cela se pérennise et que on puisse faire mieux, beaucoup mieux. Voilà, parlant donc de la culture générale, cela nous amène à aborder le premier sujet du jour, le bac
2020. Ça a démarré depuis ce matin, donc le bac 2002 en jeu et portée d'un diplôme, c'est bien le premier sujet dont nous allons débattre ce matin. C'est Jardin Laos, voilà le bac qui est d'ailleurs le premier diplôme universitaire. Quel est l'enjeu d'abord de ce diplôme, de cet examen et puis de ce diplôme, voilà. Bon, je vais commencer par parler de l'enjeu actuel, le contexte dans lequel l'examen se tient cette année où, on le sait tous, la pandémie du coronavirus bat son plein, aussi bien pour le certificat d'études primaires que pour le brevet d'études primaires et pour le CAP, je crois. Les dispositions ont été prises par le gouvernement pour que les candidats puissent composer dans la sérénité, dans la quiétude. Pour le bac également, les informations que nous avons reçues des différentes autorités impliquées dans l'organisation de cet examen ont rassuré ou rassurent que toutes les mesures ont été prises et les gestes barrières seront respectés. Les consignes ont été données par aussi bien les ministres concernés, parce que ça fait 2 ministres, le directeur des examens et concours, le directeur de l'office du bac, bref, tous les acteurs sont sensibilisés, sont conscients de l'existence de la maladie. Revenant aux enjeux du diplôme, vraiment c'est un diplôme qui vous fait basculer d'un milieu, d'un cadre à un autre, et vous fait changer de réalité en fait, quand vous devez quitter le secondaire pour l'université et quand vous franchissez, pour nous autres qui avons fait la faculté ou l'université d'Abomey-Calavi, quand vous franchissez le grand portail de l'université d'Abomey-Calavi et que vous découvrez cet univers, ce monde, vous vous demandez si on est vraiment dans le Bénin, parce que d'abord l'étendue même de la maison, et puis les cours, la façon dont les cours sont dispensés au niveau des facultés. Moi, j'ai pas eu la chance de faire une grande faculté. J'ai fait un petit département où on pouvait nous identifier facilement. Le département d'histoire et d'archéologie peut être beaucoup plus précis, où on était à peine une trentaine, moins de 50 quand même, où les enseignants arrivaient à mettre le nom sur chacun des visages. Donc, dans ce contexte qui a été le mien, je garde un très bon souvenir de ce département. Les interrogations, les évaluations venaient très régulièrement. À la fin de chaque trimestre ou semestre, on était évalué. Bref, on était suivi comme si on était dans une école. Par contre, des amis qui ont choisi l'option des amphis 1000 et plus de 2000 où il fallait se réveiller à 3h du matin et aller se rendre à l'université pour pouvoir s'offrir une petite place et suivre le professeur. Bref, les réalités du milieu secondaire sont totalement différentes du milieu universitaire, et les enjeux là, c'est que quand vous obtenez ce premier diplôme, c'est que vous devez vous mettre à l'esprit que désormais les réalités changent et il va falloir que vous vous accommodiez aux nouvelles données qui se présentent à vous, c'est-à-dire les données de la prise de responsabilité. Vous devez vous dire que désormais vous êtes face à votre destin. Vous n'avez plus un enseignant qui va chercher les enseignements et qui vient vous les dispenser, mais c'est vous-même qui êtes au cœur maintenant de l'apprentissage. C'est vous, on vous donne les grandes notions des connaissances, du savoir, et vous allez sur le terrain maintenant, vous allez sur les sites de recherche, vous allez dans les bibliothèques, vous allez dans les sites, dans les bibliothèques pour pouvoir vous documenter et revenir exposer ce que vous avez trouvé comme information, comme connaissance, et c'est à la base de ça qu'une synthèse est faite, aussi bien de façon personnelle qu'avec des amis lors des exposés, pour que vous puissiez obtenir la note qu'il faut et passer, s'il le faut, en année supérieure. Donc, l'autre enjeu, c'est que à l'université,
vous avez aussi la possibilité de faire autre chose parallèlement aux études. Il y a les institutions spécialisées qui sont dirigées, qui sont sous la coupole du Centre des œuvres universitaires et sociales. Donc, si bien que quand vous êtes intéressé par à la fois les études et autre chose, vous avez cette possibilité-là. Moi, par exemple, c'est dans cette perspective que j'ai pu faire le journalisme à l'université, puisque j'avais un ami qui avait déjà été à l'Euro. Donc, on a fait la faculté ensemble, le même département. Il m'a dit, il y avait une telle opportunité. Et puisque moi-même, j'avais une certaine passion pour le journalisme, je m'étais inscrit en 2006, voilà, par là. Et j'ai commencé l'aventure. Petit à petit, j'ai pu gravir les échelons pour me retrouver directeur de publication. Et après ça, je suis actuellement au niveau du matinal. J'ai fait Radio Univers également. Bref, il y a beaucoup d'institutions qui s'offrent aux étudiants une fois que vous décrochez le bac. À vous, en tant qu'étudiant, de savoir, en plus des études, je dois faire ci, je dois faire ça pour avoir plusieurs codes à mon âge. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à votre question. Très bien. Alors, Sylvain Etchou, est-ce que les candidats, en tout cas les bacheliers, ceux donc qui quittent le secondaire pour l'université, est-ce qu'ils sont véritablement préparés pour maîtriser, en tout cas, savoir la portée de ce diplôme, de ce premier diplôme universitaire? Est-ce qu'ils sont préparés? Je dirais oui et je dirais en même temps non, parce que vous savez, aujourd'hui, ceux qui vont à ce niveau, à cet examen, c'est beaucoup plus des jeunes comparativement à une certaine époque où, quand on va dans les classes de terminale, c'est beaucoup plus des gens qui sont d'un certain âge, qui ont une certaine conscience. Et sur ce point, je pourrais dire oui, ils sont beaucoup plus préparés à l'enjeu qui les attend après ce précieux diplôme. Aujourd'hui, avec la jeunesse de nos candidats à l'assaut de ce diplôme universitaire, je trouve que beaucoup ne sont pas conscients de la réalité. Beaucoup ne savent pas ce qui les attend après l'obtention de ce diplôme. Et donc, c'est après le diplôme, après les résultats donc, de ce diplôme, de cet examen-là, qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que je vais faire. Là, on parle de ce que ils ne sont pas bien orientés. Après, on commence par dire tout ça. Et puis, c'est des échecs sur échecs qui s'accumulent après. Donc, bref, je dirais que voilà des catégories d'élèves, donc d'étudiants qui ne sont pas toujours préparés à qu'est-ce qu'il faut après le bac. Le bac, c'est quoi? Qu'est-ce que ça me donne comme opportunité? Qu'est-ce qui m'attend après ce précieux diplôme? Donc, il y a beaucoup plus de choses qui les surprennent après ce diplôme-là, qui les surprennent à l'université, tant dans le privé que dans le public, de sorte qu'on se dit que bon, ils ne sont pas trop au courant de l'enjeu qu'est le diplôme. Ils ne sont pas trop préparés à ce diplôme-là, de sorte que ça ne débouche pas ça ne se déroule pas comme sur les roulettes, comme cela pouvait se passer. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus conscients, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maison où il n'y a pas d'anciens étudiants ou d'étudiants qui puissent coacher son jeune frère ou sa jeune soeur élève qui passe cet examen, de sorte qu'on puisse les orienter sur ce qui les attend. Donc, il y a beaucoup plus de ces atouts-là dans les maisons aujourd'hui, beaucoup plus de ces atouts dans les organisations de jeunes où on oriente beaucoup plus aujourd'hui avec les innovations. Voilà, donc, oui, eux aussi, même à l'office du bac, il y a beaucoup plus qu'on doit choisir quelle option faire après le bac. Voilà des choses qui préparent tant soit peu les élèves, donc futurs bacheliers, à ce qui les attend comme enjeu après le bac. Et c'est l'État même tirant leçon de ce que des conséquences néfastes d'étudiants qui ne se sont pas trop préparés à l'enjeu après le bac, qu'il y a eu toutes ces initiatives pour pouvoir donc les aider à savoir qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi le bac, qu'est-ce que ça me donne comme opportunité, qu'est-ce que je dois faire après telle obtention, après tel diplôme, après telle série de bac. Voilà, il y a tant de choses qui se traitent en amont aujourd'hui, de sorte que en aval, que l'étudiant puisse réussir convenablement son étude après.
le bac ou puissent s'orienter dans d'autres secteurs. Il y a ça aujourd'hui qu'on encourage un tant soit peu. Très bien. Oui, Sylvain Etchou, merci. Abdelkader Achirou, aujourd'hui, vous avez le bac. L'étudiant qui veut franchir le seuil de l'université, quelles sont les possibilités que cela lui offre au regard de l'actualité, de l'évolution des choses aujourd'hui? Vous savez, je vais m'exprimer un peu avec, d'une part, un peu d'amertume, et d'autre part, dans un sentiment rempli d'espérance que les choses vont changer sous l'impulsion des différentes réformes qui sont opérées un peu pour redonner beaucoup plus de valeur à ce premier diplôme universitaire. Vous savez, autrefois, nos parents, quand ils avaient le bac, ça avait une certaine portée. Aujourd'hui, les jeunes qui ont le bac, lorsqu'ils vous écrivent 2 lignes, lorsqu'ils vous écrivent 3 lignes, vous interrogez sur véritablement leur niveau, sur leur niveau. Alors qu'autrefois, quelqu'un qui a le bac pouvait faire beaucoup de choses. Il pouvait, après le baccalauréat, si ses parents ne sont pas en mesure de financer des études universitaires, si ses parents ne sont pas en mesure de pouvoir supporter encore la charge, il pouvait joindre les deux bouts à travers des petits jobs et en même temps, comme l'a évoqué tout à l'heure Serge Adanao, effectuer l'étude universitaire au niveau du campus d'Abomey Calavi. Mais nous constatons aujourd'hui que nos jeunes bacheliers aujourd'hui sont de plus en plus jeunes en âge. Et le niveau, à l'exception de quelques-uns qui sont bien encadrés avec la rigueur parentale, qui ont un bon niveau, il y en a beaucoup qui n'ont pas le bon niveau. Et le niveau n'y est pas. Les tares sont ramenés au niveau de l'université et au finish, nous voyons de jeunes personnes à moins de 24 ans, 25 ans qui ont le master et à la finalité, ils sont pas très compétents. C'est pour dire que ça nous interpelle de tous. Sur véritablement, c'est là où quand j'ai eu le sujet d'hier, j'ai dit voilà un sujet assez réfléchi. Il faut qu'on pense véritablement, oui le bac, mon enfant a le bac, mais il a quel niveau aujourd'hui? Et je crois que en dehors de tout ce qui est fait par le gouvernement et l'État central, j'allais dire pour organiser un peu les choses, je crois qu'il y a une grande responsabilité qui revient aux parents et aux encadreurs pour revoir un peu le niveau parce que le niveau n'est pas bon. Vous savez, par rapport à cette anecdote qu'a donnée Serge Adanao, je souriais parce que je l'ai vécu pour avoir fait, en dehors de mes 6 années d'errement au collège d'enseignement général de Sakété, j'ai fait tout le temps le privé. Et dès que j'ai eu le bac et qu'on m'a dit qu'il fallait aller au campus d'Abomey Calavi, c'était la première fois que je mettais le pied au campus. Et je demandais c'est où la direction, on me dit là-bas. Je dis c'est où, on me dit là-bas. Là-bas. Je marche toujours, on me dit là-bas. Et c'est la première fois qu'un jeune bachelier comme moi découvrait cet univers où il fallait s'inscrire et il fallait attendre des heures d'horloge. Dès que j'ai fait 2 heures, 3 heures d'horloge dans la file d'attente, alors qu'autrefois, pour aller m'inscrire, c'était en quelques minutes que cette formalité était remplie. Je suis retourné aller voir mon tuteur, peut-être si monsieur en ce moment il va se marier dans son fauteuil. Je lui ai dit, vous êtes commissaire, je veux passer le concours d'inspecteur de police parce que ça là, c'est pas sûr que je puisse continuer. C'est pour dire que pour quelqu'un qui a été habitué par le système de privé, où il est habitué, où tout est à portée de main, où l'école n'est pas si grande, où en classe on est à peine 12, 13, 20, au plus 50, lorsqu'il se retrouve à vouloir faire une faculté, il estime que véritablement il part en villégiature. Encore que c'est là-bas qu'il y a la vraie formation. C'est là-bas que le savoir quand même retrouve quand même ses lettres de noblesse. Donc je crois qu'il revient quand même à chaque parent de pouvoir voir le juste milieu, d'où les doubles inscriptions sont possibles, où nous assistons aujourd'hui. Des gens sont dans les universités privées, mais également inscrits à l'UAC pour essayer un peu, de vivre également les réalités de la vie qui sont là. Parce que ceux qui sont là-bas sont également des humains, sont également des bacheliers, et il y a de véritables compétences qui y sont. Serge Adanao, en parlant tout à l'heure, a parlé quand même de certains organes qui, en matière de presse aujourd'hui, sont quand même des références en matière d'enseignement de la profession de journalisme. Donc je crois que l'enjeu, il est de taille. Et comme je le disais à l'entame de mon argumentaire tout de suite, c'est qu'il revient à tout le monde, à tous les acteurs impliqués, de s'asseoir pour repenser un peu notre système éducatif, parce que, ma foi, le niveau baisse beaucoup. Et je crois qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, après la publication des résultats du baccalauréat, il y a des activités qui sont organisées pour permettre aux jeunes bacheliers de pouvoir être orientés. Mais il y a une chose qui est importante, c'est par rapport à ces parents-là qui imposent des filières à leurs enfants. Ces parents-là qui disent non, tu dois être ci parce que je suis médecin, tu dois être ci, tu dois être ça, alors que l'enfant ne présente pas les aptitudes pour. Un enfant qui est bavard et qui aime la littérature
qu'on lui dise d'aller faire peut-être de la mécanique, je crois qu'il y a une sorte d'antinomie. Alors qu'on pourrait lui dire d'aller faire la magistrature, on pourrait lui dire d'aller faire le journalisme et bien d'autres choses. Donc je crois que les parents également doivent y contribuer. Maintenant, d'autres parents également, quand on en parle, estiment qu'il faut laisser libre arbitre aux enfants. Et les enfants, aujourd'hui, quand on sait comment ils évoluent en plumage, ou parce que telle copine, tel ami, lui, il décide de faire les sciences juridiques, je vais faire les sciences juridiques, et on se retrouve dans cette filière-là, présent de corps et jamais d'esprit. À la finalité, on suit les cours avec parfois, ou par la force des choses, des notes moyennes, oui. Et à la fin, on devient une épave dans la société parce que on a perdu du temps sur les bancs. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, il faut que les parents y contribuent. Il faut que les différents acteurs de la société civile également contribuent également à l'encadrement de ces enfants parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes et la plupart d'entre eux n'ont pas véritablement l'enjeu de savoir que, vous avez dit tout à l'heure que c'est le premier diplôme qui permet peut-être d'avoir un emploi. Les militaires, les policiers sont recrutés avec ce diplôme également. Donc vous voyez par exemple, ils ne savent pas qui peut avoir un emploi. Nous avons des gens qui aujourd'hui à 15 ans ont le baccalauréat, à 14 ans ils ont le bac. Donc ça pose véritablement un autre problème. Si à 14 ans il a le bac, Abdelkader, nous allons permettre à Serge par rapport à l'orientation et les possibilités qu'offre quelqu'un qui a le bac aujourd'hui au regard de l'évolution de la demande, l'adéquation de la formation avec l'emploi, tout ceci, ça part du bac. Comment est-ce que, qu'est-ce que cela peut être? Qu'est-ce qui s'offre aux prochains bacheliers que nous aurons? En tout cas, quelqu'un qui a le bac aujourd'hui. En fait, on a l'impression, sinon on est habitué au fait que l'orientation, c'est après le bac qu'il faut choisir la filière ou... Enfin, oui. Ce qui n'est pas normal. La filière à choisir à l'université, non, pas du tout. L'orientation, c'est, disons, depuis la classe de CI, pour ne pas exagérer, tout au moins après le CEP. Parce que déjà à la maison ou à l'école, même au collège, l'enfant développe des aptitudes. Oui. Et c'est en fonction de ces aptitudes que aussi bien les parents que les enseignants doivent pouvoir travailler en synergie pour pouvoir positionner chaque apprenant, chaque enfant dans telle filière. Par exemple, je ne sais pas, Kader, déjà, dès le primaire, présent des aptitudes pour être journaliste, les parents doivent déjà remarquer dans ces actes que Kader, quand il suit une édition du journal parlé, il se retrouve dedans. Donc déjà, c'était d'ailleurs son chemin, alors qu'il se voulait aller de l'autre côté de la police. À partir de cet instant, on devrait pouvoir lui mettre les moyens à disposition pour que, une fois le bac obtenu, il puisse vite choisir son chemin et ne pas aller perdre le temps dans des filières qui ne vont finalement pas l'arranger. Mais on constate que aujourd'hui, sinon depuis un bon moment, que c'est après le bac qu'il y a une tournée d'orientation à l'intérieur du pays où on rassemble quelques on va consulter quelques élèves, voilà, avec une brochure, voilà les filières qu'il y a au niveau des facultés, voilà les filières qu'il y a au niveau des écoles. Vous avez 2 ou 3 jours pour réfléchir, choisir. Étant déjà à quelques jours de la rentrée, vous vous précipitez, vous choisissez, vous vous retrouvez dedans et vous vous rendez compte au finish, à la fin, que c'est un mauvais choix qui a été fait, alors que l'enfant pouvait opérer un choix beaucoup plus éclairé qui puisse véritablement le lancer dans la vie. Donc là, je vais demander, disons pour cette fois-ci, c'est pratiquement... le vin est tiré, on va le dire comme ça, parce que ces choix, franchement, à mon avis, ce ne sont pas les bons. Il faut que l'État, le gouvernement, sinon les ministères en charge, et ça doit être l'un des défis aussi du Conseil national de l'éducation, travailler à ce que la question de l'orientation puisse déjà partir dès la base, que ça ne soit pas après l'obtention du premier diplôme universitaire que les élèves sont confrontés ou font face aux différentes filières. C'est après le bac qu'on découvre par exemple qu'il y a une école qu'on appelle l'ENEAM qui forme
comme en économie, etc. Il y a une école qu'on appelle EPAC à l'université d'Abba-Ben-Calavi, ainsi de suite. Il y a une faculté qu'on appelle la faculté des sciences agronomiques. Normalement, toutes ces notions-là devaient être déjà acquises au niveau du secondaire, pourquoi pas, et l'élève évolue dans son cursus avec, si possible même, pourquoi pas ne pas instituer des matières comme ça au niveau du secondaire pour que on puisse apprendre cela aux enfants, aux élèves à l'université. Quand vous obtenez le bac, voilà, au niveau des facultés, voilà les filières que vous avez au niveau des écoles, que cela constitue une matière et que les enfants puissent déjà s'habituer à ces différentes notions, que ça ne soit pas après le bac qu'ils découvrent que dans telle université il y a telle possibilité et autres. Et là, puisque le choix doit être vite opéré pour que la rentrée puisse se démarrer. On va d'ores et déjà les dispositions. Voilà, il faut prendre les dispositions en amont, que ça ne soit pas en aval comme nous le constatons aujourd'hui. Les dégâts sont là. Malheureusement, ça se pérennise, les choses vont, on a tendance à l'ériger en tradition. Il va falloir briser la chaîne, le rythme pour que sur ce plan-là, on puisse véritablement être... Très rapidement, si celui qui a le bac, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Celui qui a le bac, je prends par exemple les nouveaux métiers, les nouvelles filières, justement, qui peuvent servir désormais à la nation. Parce que, et effectivement, parlant des nouvelles filières, il y a beaucoup de filières qui se créent. Tu n'as compte des réalités actuelles, il y a beaucoup de filières et c'est beaucoup plus dans les écoles. Dans les écoles, tant à l'ENEAM comme à l'ENAM, même dans les universités privées, donc, il y a beaucoup de filières qui se créent juste pour tenir compte des réalités actuelles. Quand je parle par exemple de l'entrepreneuriat, des domaines d'éthique, il y a beaucoup de filières qui se créent dans ces domaines-là. Les énergies renouvelables, voilà, effectivement. Donc, il y a beaucoup de ces cas-là. Donc, je voudrais... Contrairement à Serge qui estimait qu'il y a une certaine pérennisation des vices au niveau du choix des filières, moi je me nourris un peu plus d'espoir de ce qu'il y a un effort qui se fait déjà. Il y a d'abord des choix qui sont demandés aux élèves déjà en tant qu'élèves d'effectuer avant d'aller à l'examen du bac pour dire après mon bac, voici ce que j'estime faire. Et puis après l'obtention de ce diplôme-là, on voit ces moyennes voies pour tenir compte de ça, pour pouvoir donc le classer dans les écoles, dans les universités qui forment dans ces domaines-là. En dehors de ça, il n'y a que des séances d'orientation, telles qu'il le disait. C'est des séances, certes, qui se font après le bac, mais qui n'ont pas toujours tenu compte des réalités, il a souligné des réalités des besoins actuels, on donne juste des choses qui sont beaucoup plus, un peu plus, à dire ce qui est de la tradition, les facultés, les écoles traditionnelles. Mais il y a aujourd'hui un domaine qui s'exploite beaucoup plus. C'est que les formations techniques, les bacs techniques, l'enseignement aujourd'hui au Bénin est beaucoup plus orienté vers cela. Le ministère de l'enseignement secondaire s'attelle beaucoup plus à ça, que les élèves aillent se faire former dans les filières techniques, scientifiques, de sorte que les filières traditionnelles, les filières littéraires, les filières, en tout cas, série D, tout traditionnel, puissent être un peu plus désengorgés, de sorte que l'élève ne se retrouve plus trop en difficulté après l'obtention de son bac à savoir quoi choisir. Par contre, le plan se pose beaucoup plus à ce niveau-là. Ceux qui ont eu les diplômes traditionnels, là, qui ont beaucoup de difficultés à choisir quoi faire donc, après l'obtention de ces diplômes-là. Donc, il y a beaucoup plus d'espoir aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a à faire après le bac, au choix à faire, parce qu'on est tous conscients des difficultés après l'obtention du bac et les autorités travaillent à cela. Et dans la réalité, il y a un effort qui se fait aujourd'hui. Donc, on peut même aussi orienter celui qui a le bac à aller faire un métier. Aller faire un métier, aller apprendre à faire de la couture, aller apprendre même la mécanique même la mécanique, effectivement, qui est très moderne, modernisée. Justement, donc il y a ces choses-là qu'on doit aussi travailler la tête des parents. Très bien. Voir que quand l'élève a le bac, ce n'est pas qu'il est déjà fonctionnaire. Il peut aller se faire former dans un métier et exceller dedans. Il doit être aussi différent pourquoi pas couturier, modéliste. Oui. Et lui, il est beaucoup plus pointu dans ce domaine-là que celui qui l'a fait sur le tas. Très bien. Merci. De toute façon, nous souhaitons beaucoup de chance à tous ces candidats
qui seront déjà qui sont en train d'affronter les épreuves. Nous leur souhaitons beaucoup de chance. Nous allons très rapidement aborder l'autre sujet. Projet de création de parti, les démocrates, rumeurs ou réalité. C'est là la grande interrogation. Nous allons y aller en une minute d'intervention chacun pour qu'on puisse gagner du temps. Abdelkader Achirou. J'ai déjà fait préciser d'abord que j'ai pas eu mon second temps d'intervention lors du premier sujet. Alors, par rapport aux démocrates, je souhaite aussi bonne chance aux candidats au baccalauréat. Par rapport aux démocrates, je crois que c'est encore une rumeur. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, en manchette du quotidien L'événement précis ce matin, a démenti son acquaintance, je veux dire, sa contribution à l'effectivité de ce projet politique. Maintenant, s'il s'avérait que l'ancien président Thomas Boniaï serait derrière la création de cette formation politique, pour moi, ça crée un problème de bienséance. Un problème de bienséance parce que lorsque l'on sait que le parti politique FCBE, on a jeté toutes les critiques à l'égard de Paul Hongpè et compagnie parce que on a estimé que le fait qu'ils aient organisé un congrès pour démettre Valentin Djenontin, Komi Kouché et Simplice Dossou Kodjo, pour les démettre, c'était juste parce qu'ils reconnaissaient la légitimité des lois qui ont été votées, des lois qu'ils qualifieraient de drones et de scélérate. Donc ça veut dire que si aujourd'hui ils voudraient mettre sous les fonds baptismaux une formation politique pour provoquer l'alternance en 2021, c'est qu'aujourd'hui ils reconnaissent la légitimité de ces lois. Maintenant, la seconde question également, c'est que nous espérons que dans le bureau exécutif national de cette formation politique, qu'on y retrouve les noms de Valentin Djenontin, les noms de Simplice Dossou Kodjo et le nom également de Komi Kouché. Sinon, si ce n'est pas fait ainsi, alors pourquoi on avait jeté la pierre à Paul Hongpè, à Théophile Yaro, à Soumane Djemba et autres. Et l'autre chose qui m'interpelle également, c'est que est-ce que ce parti politique qui serait baptisé les démocrates serait un duplicata des FCBE? C'est ma grosse interrogation. Déjà, nous entendons déjà que les dossiers des membres fondateurs sont en train d'être collectés. Est-ce qu'il n'aurait pas des gens qui seraient membres de Force Courrier Point Bénin émergent et qui seront également déclarés membres fondateurs au niveau de les démocrates? Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de similitudes entre les partisans de Boniaï qui, hier, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont au milieu de cette crise qui secoue Boniaï, son ancienne formation politique. Donc je crois que c'est véritablement un vrai cafouillage. Les jours qui viendront nous édifieront, mais s'il s'avère que cela se passe ainsi et que cette formation politique va être mise sur les fonds baptismaux sans l'aval de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, je crois que ça me pose un autre problème. Ça veut dire que cette formation politique va naître non pas pour une synergisation au sein de l'opposition, parce que n'oubliez pas que depuis un certain temps, il est annoncé à grand renfort médiatique que Joël Frédéric Aïvor sera candidat à la présidentielle. Il doit se battre, lui, pour son parrainage. Nous n'avons pas encore entendu jusqu'à présent un mot de l'Union sociale libérale pour dire s'ils sont partisans encore ou pas. L'Union sociale libérale n'existe pas. Non, je parle de cette association politique, cette formation. Voilà, pas en tant que parti politique, mais est-ce que ceux de l'ESL sont partisans de ce projet politique? Nous ne le savons pas encore. Donc, je crois que si c'est un projet qui est effectué de façon plus ou moins solitaire pour étouffer FCBE, je crois que pour moi, ce ne serait pas bien. Nous espérons qu'au moment opportun, le camp Hongpè puisse réagir politiquement à la hauteur de ce qui va être fait, parce que là, c'est une guerre politique qui va s'ouvrir et je crois que l'opposition politique est en train d'étaler, si ça s'avérait ainsi vrai, en train d'étaler quand même cette dessous. Voilà, Serge Adalao, les démocrates, ce parti de l'opposition qui s'annonce, quelle serait son opportunité, quel rôle pourrait-il jouer véritablement au regard de ce que présente le paysage politique aujourd'hui? Bon, le rôle, c'est déjà la ligne du parti. Le parti se réclamerait de l'opposition. Donc, le rôle, il ne faut pas qu'on se leurre. Le rôle que le parti, les démocrates, va jouer, c'est le rôle d'un parti d'opposition. Si je m'en tiens à ce que des confrères ont pu livrer comme information jusque-là, et puisqu'il n'y a pas encore une sortie officielle qui annonce la création c'est juste comme
vous, j'ai découvert à la une de certains journaux qu'il y a un tel projet qui est en cours d'initiation, de préparation, et que dans les prochains jours, on pourrait assister à la création, à l'obtention des pièces qu'il faut pour pouvoir exister légalement. Donc, opportunité, c'est que désormais, puisqu'ils taxent, sinon la FCBE, elle, est taxée d'être de connivence avec le pouvoir en place. Ils vont certainement prendre leur marque et exister ou combattre ou être présent comme un parti d'opposition et organiser de temps à autre des sorties, des conférences de presse pour apporter tel élément, des éléments par rapport à la gestion du pouvoir en place. Et peut-être sur le projet asphaltage, on devrait procéder de la sorte, ça n'a pas été fait. Bref, moi j'estime que ce parti va apporter sa pierre à l'édifice pour le développement. Être véritablement un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir pour pouvoir profiter de la démocratie béninoise. Mais si ces caciques de Yahi Boni, c'est vrai, Nicéphore Soglo jusqu'à présent, il dit qu'il n'est impliqué ni de près ni de loin. Si ces caciques de Yahi Boni devraient normalement contribuer à l'évolution de notre démocratie, ils devraient véritablement jouer pour qu'on puisse obtenir, on puisse sentir qu'il y a une plus-value que la démocratie béninoise est en train d'obtenir à travers la création de ce parti. Qu'on n'ait pas l'impression que les démocrates a été créé juste pour peut-être empêcher X ou Y de concrétiser, de faire aboutir son projet de société, ses ambitions pour le pays. Ce serait vraiment un gâchis, ce serait dommage, puisque la démocratie béninoise n'a pas besoin d'une pareille initiative. Très bien. Sylvain Etchou, par rapport à la création de ce parti, les démocratiques, ce parti de l'opposition, on a beaucoup de noms ont été cités, le nom de l'ancien président Nicéphore Soglo, et là, Kader vient de nous dire qu'il n'est prêt mêlé de près ou de loin à ce projet. Il y a le nom dans l'ancien vice-président de l'Assemblée, Réhoundété, le président Yahi Boni, qui serait la tête pensante, le porte-drapeau de ce parti, et bien d'autres qui, visiblement, sont défachés, et ceux qui n'épousent pas les idées du gouvernement actuel. Oui, les sociodémocrates, oui. Tous les noms que vous citez là, on entend ces noms, mais ce qui me gêne un peu, c'est que, j'ai suivi un peu, c'est sur la toile, il y a beaucoup plus d'informations par rapport à ce parti politique-là. Mais ce que j'ai suivi, les noms que j'ai suivis, ceux qui ont pris le devant des choses, le jour là, je crois le 1er juin, à Porto Novo, c'est des nouveaux noms. C'est des noms des gens qui ne se très peu connus, ne se retrouvent pas, en tout cas des noms que moi je ne connais pas sur la scène politique béninoise, de sorte que je me suis dit, mais est-ce que c'est de nouvelles têtes politiques qui sont en formation, mais en coulisses, on entend des noms que vous citez là. Est-ce que déjà on a mis ceux-là devant, donc, pour pouvoir qu'à un moment donné, on puisse ressurgir et faire fonctionner cette machine politique qui est en gestation actuellement? Je me pose cette question. Mais sur le plan, dans la pratique de la politique actuellement au Bénin, on sait comment est-ce qu'un parti politique puisse tenir et s'appeler vraiment parti politique, si nous nous en tenons à la charte des partis politiques et tout. Donc, si c'est ceux que j'entends là, les noms de ceux qui ont été mis devant le jour où faisaient leur sortie, si c'est ceux-là, je crois qu'il y aurait un problème. Parce que je ne vois pas ceux-là aujourd'hui embraser toute la machine politique qui est en marche actuellement au Bénin pour pouvoir se faire une place. Je ne crois pas trop. Mais si par derrière, il y a les ténors politiques, ces noms-là qui circulent, qui peuvent venir en rescousse, ça peut faire un peu mouche. Mais jusqu'à quand? Parce que 2021 est déjà là et je crois qu'ils ne pourront pratiquement rien en 2000. Parce qu'il y a des contraintes, il y a des exigences politiques
à remplir avant que ce parti politique ne puisse vraiment faire mouche sur la scène politique lors des élections présidentielles. Donc, les jours qui viennent, comme Kader le disait, les jours qui viennent vont beaucoup plus nous édifier. Mais pour l'heure, j'ai beaucoup de questions sur vraiment la portée politique de ce parti politique dans l'arène politique nationale béninoise. Merci. Nous n'avons pas suffisamment eu de temps pour revenir très rapidement parce que nous sommes l'information a été apparue la semaine dernière en manchette du quotidien Matin Libre. Oui. Et lorsque nous connaissons la notoriété de ce canal, nous ne pouvons pas prendre à la légère les informations publiées par ce quotidien. Et nous avons également un logo qui a été mis en manchette du canal. Le logo qui m'amène à une confusion avec le parti Flamme Renouvelée. Le parti Flamme Renouvelée, si vous voyez très bien le logo de ce parti politique, vous voyez le logo qui est présenté par les démocrates, on a comme l'impression qu'il y a de confusion. Mais je crois que le ministre de l'Intérieur, qui est en charge l'étude dans la plénitude des choses, des dossiers de constitution des partis politiques, va jouer sa partition. Et j'espère qu'au moment autant opportun, toutes les observations qui sont faites seront rendues publiques afin que les gens ne prennent pas encore le ministre de l'Intérieur comme un bourreau, comme celui qui veut dicter sa loi et comme celui qui autorise les partis politiques en fonction de leur couleur partisane, je crois. Très bien. C'est Jean-Lao, tu conclure très rapidement. Oui, les démocrates, d'accord, mais il faudrait qu'on... comme je le disais dans mon intervention tout à l'heure, qu'on n'ait pas l'impression que c'est un parti qui est créé pour régler des comptes avec... et si ça s'avérait vrai, ça va fragiliser l'opposition même, puisque... Et que ce soit vraiment la démocratie béninoise qui puisse en bénéficier. C'est toute ma crainte. J'espère que les différents ténors qui sont annoncés là prennent la mesure, l'enjeu même... de la question et vont travailler pour que ce parti puisse vraiment contribuer à l'enracinement de la démocratie. Les sociaux-démocrates se réclament de la gauche. Je crois qu'ils vont beaucoup plus, s'ils arrivaient vraiment à naître, tenir pour que ce nom démocrates, sociaux-démocrates, qu'ils puissent travailler dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt du social, pour que vraiment on puisse sentir une opposition qui vient donner des leçons. Merci à vous, Sylvain Etchou. Nous sommes pris par le temps. Projet de création du parti Les Démocrates qui remet aux réalités. Nous aurons le temps de revenir sur la question jeudi prochain en premier. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la causerie et donc le matin de ce jour. Merci d'être restés avec nous. Toute l'équipe de préparation et de présentation vous remercie. Nous remercions donc les invités toujours présents pour leur disponibilité continue. On se retrouve demain dès qu'il sonnera 6h30. Très bonne suite des programmes.